déjà des questions, n'hésitez pas, levez la main. Je vous propose de vous lever, de vous présenter et de poser votre question. Bonjour à tous. Je commence par me présenter. Je suis candidat sur une petite liste aux européennes. Je suis d'une certaine manière un PSR, si on peut dire. Je suis Valentin Clément, je suis troisième sur la liste UPR, Union populaire républicaine. Voilà. Quelle est votre question? Ma question, c'est comment faire? C'est toujours la même que je pose d'ailleurs. C'est vrai. Voilà. Donc vous allez le temps de bien réfléchir à la question que je vais donc vous poser. Selon le traité de Lisbonne, tout à fait, selon le traité de Lisbonne, pour réformer l'Union européenne, pour faire par exemple une Europe écologique par exemple, ou quelque autre sujet, hein, même une Europe qui marche, ou même une Europe, bon le PM n'est pas là, mais une Europe des nations même peut-être, il faudra l'unanimité des 28 au Conseil. La France et les Français ne sont déjà pas d'accord entre eux sur l'Europe qu'ils veulent. On a l'exemple devant nous. Comment avez-vous prévu de convaincre, à coup sûr, l'unanimité, c'est un seul pays et ça bloque, hein, à coup sûr des 27 autres pays? Qui veut répondre à cette question? Rapidement, je demande tout de suite aux autres personnes du même parti, de la même liste, de se signaler directement, parce qu'en général, on a 3-4 interventions qui se suivent, et de toute manière, votre préconisation, parce que je vais répondre tel que vous répondez, c'est en fait d'arrêter de construire l'Union européenne, et vous prétendez que toutes les décisions se prennent à l'unanimité, ce qui est faux. On peut faire des coopérations renforcées. Vous ne voyez pas, et vous ne voulez pas voir qu'il y a aujourd'hui une zone euro avec 17 pays qui permet d'avoir une monnaie qui nous a préservés pendant la crise. Vous ne la voulez pas. La majorité des Français souhaitent que cette monnaie puisse poursuivre son rôle. Ils souhaitent aussi une politique économique à la clé. Et si nous sommes là, ici tous, parce que nous voulons participer à ce débat, c'est pour réfléchir à la manière dont on peut améliorer l'Europe, passer d'une Europe qui est perçue par la majorité de nos concitoyens comme hostile, pour passer à une Europe plus utile, mais non pas la détruire. Merci Catherine Trottmann. Tout à l'heure a parlé de la paix en Europe. Quand on voit la situation en Ukraine, et là je pose la question à Armand Dangean, est-ce que quand on voit la situation en Ukraine, on se dit que l'Europe n'a pas joué son rôle, ou que peut faire l'Europe justement? Est-ce que l'Ukraine c'est une cause perdue? Je rappelle que vous êtes spécialiste de la défense. Je vous remercie de me donner ce type de spécialiste de la défense, mais il y a un titre institutionnel très simple, c'est que je préside la commission parlementaire de la sécurité et de la défense au Parlement. C'est factuel, et après chacun interprète comme il veut. Oui, non, mais non, c'est pas une fonction, c'est pas une spécialité. Sur l'Ukraine, quoi qu'on pense des tenants et des aboutissants de la crise ukrainienne, qui est assez complexe, ça illustre une seule chose, effectivement, c'est le trop peu d'Europe. En même temps, il faut toujours être prudent quand on dit que c'est une faillite de l'Europe ou un échec de l'Europe, parce que quand on parle de diplomatie de défense, l'Europe c'est quoi? C'est malheureusement, moi je le dis malheureusement, d'autres peuvent s'en féliciter, c'est malheureusement un conglomérat d'États-nations qui décident chacun souverainement ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'une Europe de la défense soit possible, ou alors c'est complètement impossible? Ça, on peut en parler pendant 15 heures en ayant des slogans tous plus formidables les uns que les autres. La réalité aujourd'hui c'est quoi? C'est que vous avez 28 États membres qui ont des vues diplomatiques, stratégiques et des capacités militaires et diplomatiques d'ailleurs différentes, hétérogènes. Le but, c'est de faire que ceux qui ont les vues les plus proches et les capacités les plus proches puissent avancer ensemble. C'est ça le but. Et on peut penser quand même que les grands pays européens, en la matière, ont un rôle moteur à jouer. La France, l'Allemagne, la Pologne, l'Angleterre également, quand elle le veut bien. Et il est illusoire de bâtir une Europe de la défense sans pouvoir parler de l'Angleterre à un moment ou à un autre. C'est quand même la première puissance militaire européenne aujourd'hui. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. On peut aligner les slogans ambitieux autant qu'on veut. La réalité aujourd'hui, c'est que cette Europe de la défense, elle reste à bâtir.
Ça, c'est un énorme chantier pour les années à venir, et ça rejoint partiellement, même si moi je connais les sous-entendus qui sont derrière la question et l'intervention de la personne qui a pris la parole tout à l'heure dans la salle, mais il y a une réalité quand même derrière tout ça, c'est qu'effectivement, sur ce sujet-là, qui est le sujet de souveraineté par excellence, la défense, on ne fera pas abstraction des États membres. Effectivement. Et le Parlement européen peut proposer tout ce qu'il veut. Et je sais qu'en la matière, il propose des choses plutôt intelligentes, sur une base assez consensuelle, je dois dire. Malheureusement, les États membres, eux, sont beaucoup plus réticents à s'engager dans cette voie constructive commune. Donc ça va être un énorme défi. Et malheureusement, sur ce sujet-là, le Parlement va pouvoir proposer des choses, prendre des initiatives, mais la clé de décision, elle ne sera pas au Parlement européen. Nathalie Grisbeck, vous voulez intervenir sur cette question? Oui, juste un petit mot. Même si je le reconnais, pour Madame Ashton, c'est sans doute difficile de réussir à trouver une synthèse entre les différents États, petits et grands, peut-être grands et après petits, et elle a montré combien elle avait de difficultés à le faire, mais l'outil existe au plan européen. Et le moment où l'on fait un constat qui est en effet assez désastreux, c'est que finalement, dans cette Europe, les États, malheureusement, continuent à jouer, je dirais, leur partition personnelle, ce qui est particulièrement vrai au niveau de la Commission. Il est absolument indispensable que l'on doit aller vers davantage d'intégration, avoir une diplomatie offensive, faire en sorte que l'Europe pèse. Dans le monde qui évolue aujourd'hui, nous assistons à l'émergence de grands ensembles. Comment on fait alors pour que l'Europe pèse? Eh bien, pour qu'il faut tout simplement avoir cet objectif de construire une diplomatie commune, de sortir, le cas échéant, de l'unanimité pour aller en effet vers des démarches majoritaires dans ce domaine, à la majorité qualifiée, construire Voilà, merci pour cet accueil de l'Union européenne. Donc je laisse tout de suite la parole aux représentants du Parlement européen. Monsieur Laval, merci beaucoup à Sciences Po de nous accueillir ce soir. Merci à vous d'être tous venus en grand nombre ce soir. Ça fait plaisir de voir que l'Europe intéresse. On est là ce soir pour parler de l'Union européenne, pour parler de l'importance du Parlement européen, pour parler de l'importance d'aller voter le 24 des élections européennes. Qui de mieux pour ça que nos députés européens qui vont être là pour vous présenter leur rôle, leur travail au Parlement européen, qui vont essayer de vous convaincre, et pas forcément de voter pour eux ou pour leur parti, mais qui vont essayer de vous convaincre de l'importance de vous rendre au sujet des 25 mai.
Bon, un petit exemple de l'importance des travaux du Parlement européen dans votre vie quotidienne. Ça peut vous paraître éloigné, ça peut vous paraître un petit peu abstrait comme ça, Bruxelles, l'Europe, le Parlement, le Conseil, la Commission. Il y a 2 mois, les eurodéputés ont décidé d'abolir les frais d'itinérance. Lorsque vous vous rendez de l'autre côté de la frontière en Allemagne, vous passez un coup de fil à un ami en France, vous êtes surtaxé par votre opérateur. On pourrait croire qu'aujourd'hui, en 2014, l'Union européenne, ça va à l'encontre du principe du marché commun, à l'encontre du principe de libre circulation des personnes dans l'Union. C'est ce que les députés européens ont pensé. Ils ont donc voté pour abolir ces frais d'itinérance et vous n'en payerez plus à partir de décembre 2015. C'est un exemple parmi d'autres qu'on vous cite ce soir pour vous montrer que le Parlement européen prend des décisions qui comptent pour vous dans votre vie quotidienne. Et qu'en allant voter le 25 mai, non seulement vous allez élire vos députés européens, mais vous allez indirectement, voire même plutôt directement, décider de qui sera le prochain président de la Commission européenne. Puisque vous le savez peut-être, le prochain président de la Commission européenne sera le candidat du groupe politique qui remportera la majorité, qui remportera les élections européennes. Donc, c'est quelques mots pour vous dire allez voter le 25 mai. Merci d'être là, merci à Sciences Po et merci à tous nos intervenants. Nous allons maintenant regarder un petit film de 5 minutes pour une petite introduction sur le rôle du Parlement européen avant d'attaquer le débat. Merci. Le 25 mai 2014, il y aura un nouveau Parlement européen. Une seule date, un seul tour. Les élections européennes, ce sont 390 millions d'électeurs des 28 pays de l'Union européenne qui élisent directement 751 députés, dont 74 pour la France. Alors que ces élections revêtent une importance considérable, les enquêtes d'opinion montrent que le fonctionnement complexe des institutions a éloigné les citoyens européens. Pourtant, l'Europe est plus simple qu'on ne le pense. 4 institutions en particulier prennent les décisions. Le Conseil européen réunit les chefs d'État et de gouvernement et définit les priorités politiques. La Commission propose les textes et vérifie leur bonne application. Le Conseil réunit les ministres des États membres. Le Parlement européen représente les citoyens. Ensemble, le Conseil des ministres et le Parlement adoptent les lois et le budget. Conformément à la tradition démocratique des États européens, le Parlement vote les lois, adopte le budget et contrôle le fonctionnement des institutions. Le système démocratique européen repose sur l'égalité entre le Parlement et le Conseil dans presque tous les domaines. C'est un système unique au monde qui produit plus de 100 lois européennes par an qui s'appliquent à 510 millions d'Européens. Sur la base des propositions de la Commission européenne, il négocie les accords avec les États réunis au Conseil. Dans l'hémicycle, les députés se regroupent en fonction de leurs convictions politiques et non de leur nationalité. Les discussions y sont souvent déroutantes pour des citoyens davantage habitués aux éclats de voix des assemblées nationales. Ici, personne ne s'échappe et les débats peuvent sembler parfois très techniques. Avant d'adopter les textes de loi, les parlementaires dialoguent en permanence avec les autres institutions, mais aussi avec les entreprises, les syndicats professionnels, les ONG et les associations. Souvent, les textes européens apparaissent complexes. Les débats au Parlement sont portés par des députés qui se spécialisent dans un domaine. On observe que les députés européens les plus influents sont les plus expérimentés et surtout les plus assidus. C'est un travail exigeant qui suppose un gros investissement pour une assez faible reconnaissance des médias, mais les enjeux sont majeurs et les négociations souvent exaltantes. Le Parlement européen est progressivement devenu un lieu de débat politique, de confrontation des idées et de compétition entre des intérêts divergents. C'est en Europe le lieu où il faut être entendu. Dans plusieurs pays, les députés européens sont élus dans des circonscriptions qui regroupent plusieurs régions. En France, certaines peuvent compter jusqu'à 5 régions et 11 millions de citoyens. Par comparaison, un député à l'Assemblée nationale représente environ 110 000 citoyens. Un député européen, 840 000, ce qui explique qu'on les connaisse moins. C'est la raison pour laquelle, chaque mois, une semaine est consacrée à rencontrer les citoyens en circonscription. Tous les députés ont des permanences avec lesquelles entrer en contact. Des visites à Strasbourg et Bruxelles, où travaillent les parlementaires, peuvent être facilement organisées.
Symbole de la réconciliation franco-allemande et de la volonté forte d'éviter la concentration des institutions dans un lieu unique, le siège du Parlement européen est à Strasbourg. La répartition de ses activités entre Bruxelles et Strasbourg, ainsi que Luxembourg, où travaille une partie des fonctionnaires du Parlement, est l'objet d'une polémique. Si certains souhaitent leur regroupement à Bruxelles, la France, comme la grande majorité des autres États et un grand nombre de parlementaires, est très attachée au maintien du siège du Parlement à Strasbourg. La démocratie européenne est fragilisée par un paradoxe. Plus les pouvoirs des représentants des peuples au Parlement ont augmenté, moins les citoyens se sont mobilisés pour cette élection. Lors des dernières élections européennes en 2009, en France, seuls 40% des électeurs sont allés voter. Pourtant, aujourd'hui, c'est essentiellement en Europe que se décide notre avenir commun. Le Parlement européen dispose de pouvoirs très étendus. Il est à égalité avec les États pour décider des grandes politiques d'avenir, d'où l'importance d'envoyer siéger à Strasbourg des élus qui porteront votre voix pendant 5 ans. En votant le 25 mai 2014, non seulement vous choisirez vos députés européens, mais vous pèserez sur l'orientation politique de l'Europe que vous voulez. En effet, le nouveau Parlement européen élira le prochain président de la Commission européenne. Ces choix peuvent-ils se faire sans vous? Le 25 mai 2014, il y aura un nouveau Parlement européen. Une seule date, un seul tour, avec ou sans vous? Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus assister à ce débat consacré aux élections européennes ici à Sciences Po. Un débat à l'initiative du Bureau d'information du Parlement. Alors, quelle Europe demain? C'est la question qu'on se pose ce soir. Vous le savez, on l'a vu dans ce petit film, donc 74 eurodéputés sont à élire et ils siégeront durant donc 5 ans. Pour la circonscription Est qui regroupe 5 régions, eh bien, la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Alsace, la Champagne-Ardenne et bien sûr la Lorraine, on compte à peu près 6 millions d'électeurs et 9 eurodéputés à élire. Les élections, eh bien, on vous l'a dit, auront lieu le 25 mai prochain et il n'y aura qu'un seul tour. Alors, quelle Europe pour demain? Quelle Europe économique? Quelle Europe sociale? Quelle Europe écologique? Eh bien, on a choisi d'en débattre ensemble. Un débat qui va durer 2 heures. Ont été invités ce soir les eurodéputés sortants. Certains ont choisi de se faire représenter. Alors, dans l'ordre alphabétique sont avec nous ce soir Arnaud Danjean, bonsoir. Vous êtes eurodéputé de l'UMP, vous êtes numéro 2 sur la liste et vous êtes eurodéputé depuis 5 ans. Vous êtes spécialiste d'ailleurs des questions de la défense. À vos côtés, Nathalie Grisbeck, bonsoir, vous êtes députée européenne sortante, vous avez été élue en 2004, vous êtes conseillère générale de la Moselle et vous représentez donc la liste UDI Modem et vous êtes membre de la commission des libertés civiles. Et vous êtes évidemment tête de liste pour la circonscription Grand Est, vous êtes d'ailleurs 3e. Avec vous également Catherine Fauquemin, bonsoir, vous êtes numéro 2 sur la liste PS. On vous connaît comme députée européenne, au total, ça fait à peu près 6 ans que vous siégez à Strasbourg, pas tout à fait des ans. J'ai atteint la présence au Parlement européen. Mais cassez-vous. 17 avec 4. Ça ne fait pas tout à fait 18 ans. Et puis Antoine Gachler, vous êtes numéro 2 de la liste. Europe Écologie Les Verts et le mouvement écologiste indépendant, dont vous êtes le président fondateur, dont vous avez été élu député entre 1989 et 1991. Alors merci à toutes et à tous d'avoir accepté ces invitations ce soir. C'est pour répondre aux questions bien des gens qui sont dans la salle, que vous êtes ici, dans l'Europe, on va en débattre, c'est un vaste sujet. Je suis certaine qu'il va y avoir énormément de questions dans la salle, cela vous obligera, mesdames et messieurs, bien comme d'habitude, d'être concis et surtout d'être disciplinés et de respecter évidemment le temps de parole de chacun. C'est un exercice parfois difficile, on vous demandera de répondre de façon concise. Pour la première question, c'est moi qui vais vous la poser.
demander à Arnaud Danjean, pour vous, quels sont les enjeux de l'Europe pour demain en 2 minutes, et ensuite ce sera Nathalie Griesbeck. Je vous invite à prendre le micro qui est devant vous. Bien, merci de votre invitation, même s'il y a eu quelques difficultés techniques à ajuster la représentation de chacun des groupes politiques. On va passer là-dessus. D'autres en parleront peut-être. Écoutez, 2 choses. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux pour la prochaine législature européenne. Moi, je voudrais en évoquer un qui est sans doute l'enjeu central. C'est celui qu'on peut appeler, les vocabulaires divergent un peu selon les partis, il y a des nuances, et c'est quand même celui de la convergence fiscale et sociale. Parce que nos concitoyens ne comprennent plus aujourd'hui qu'on vit dans un espace unique dont ils perçoivent bien que ça peut être un avantage, que ça doit être un avantage, et que cet espace unique recèle de tant de disparités, de tant d'hétérogénéité qui pèsent in fine sur les conditions de chacun d'entre nous, et particulièrement dans certains secteurs économiques ici en France. Donc ça, c'est un enjeu qui est central. Cela étant, moi je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Parlement européen aura son rôle, aura son mot à dire, mais que le Parlement européen qui va être issu des élections ne va pas révolutionner les choses non plus. Je le dis dans chacun des débats parce qu'il faut bien savoir pourquoi on vote. On vote pour envoyer 74 députés européens français au Parlement européen. On ne vote pas pour réécrire les traités, on ne vote pas pour rechambouler les rapports de force entre États. On peut avoir notre rôle, mais je crois qu'il faut bien être lucide sur ce que chacun peut faire, chacune des institutions européennes peut et doit faire. Donc notre rôle sera important, le rôle des eurodéputés est important, en particulier pour mettre plus de cohérence dans cette Europe que nos concitoyens perçoivent comme trop hétérogène, mais encore une fois, le Parlement aura un rôle à sa mesure, mais n'aura pas forcément le rôle majeur sur tous les débats. Il faut que chacun en soit conscient. On aura l'occasion évidemment d'en parler pendant ces 2 heures de débat. Nathalie Griesbeck, je vous invite à prendre le micro qui est devant vous, et c'est la même question que je vais vous poser en 2 minutes. Alors selon vous, quels sont les enjeux? Après, vous aurez le temps évidemment de développer votre propos. Merci beaucoup. Tout d'abord, je prends quelques secondes sur ces 2 minutes pour vous dire combien ça fait chaud au cœur de voir cette salle de Sciences Po Paris à Nancy remplie de visages, et ça fait chaud au cœur parce que ça vient contrebattre cette idée dont on nous rebat les oreilles maintenant depuis plusieurs semaines, qu'il va y avoir de l'abstention et que les extrêmes seront les plus fortes. Donc j'ai usé beaucoup de secondes, mais je veux dire combien c'est important de vous voir aussi nombreux pour ce débat. Alors, en quelques mots, pour moi, cette élection, d'ici une vingtaine de jours, c'est une élection absolument stratégique pour notre pays. Parce qu'on a trop souvent entendu qu'éventuellement l'Europe était le bouc émissaire de tous nos maux, sans regarder vraiment quels étaient d'abord les maux de notre pays qui faisaient que nous avions perdu et si peu d'influence depuis quelque temps dans l'espace européen. Donc la première idée, c'est pour moi, c'est ce qui m'anime, c'est replacer la France à sa juste place au cœur du fonctionnement de cette Europe. Ne pas la laisser courir derrière, pour certains, pas pour Arnaud Danjean, mais pour certains membres de la majorité qu'il représente, courir derrière les souverainistes qui veulent mettre une croix sur l'Europe, ou pour d'autres, oui j'ai précisé, en même temps j'indique que la ligne qui est celle de votre liste, Arnaud, est une ligne fracturée, où certains sont souverainistes et d'autres, comme Lamassoure, sont presque quasi fédéralistes. Donc pour moi la première chose, c'est replacer notre pays au cœur de l'espace européen, pour concentrer l'action de l'Europe sur l'essentiel. Et l'essentiel, parmi les priorités pour moi, excusez-moi, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et pour ça, et là je rejoins en partie, mais on ne peut être pas sur la même façon de l'imaginer, évidemment complété par un traité nouveau, la convergence sociale et fiscale, pour muscler l'Europe par rapport aux autres empires continents. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler ce soir. Catherine Trottmann, c'est à vous, 2 minutes pour vous. Quel est l'enjeu de ce scrutin? D'abord, permettez-moi de dire que notre et que lorsqu'on est candidat et qu'on fonctionne en binôme, on peut éventuellement aussi apparaître à parité.
entre un homme et une femme, une tête de liste, Édouard Martin, qui avait été annoncé ce soir. Nous avons discuté, ça a pris du temps, excusez-nous, mais mes collègues n'ont pas souhaité que nous puissions être à deux à cette tribune. Voilà. Je le dis comme c'est. Je suis donc sortante, membre et représentante ici du groupe socialiste et démocrate, et je voudrais dire que la représentation politique au Parlement européen ne peut pas être réservée uniquement à des gens qui, comme moi d'ailleurs, font de la politique en permanence, mais aussi à des gens qui représentent la société civile. Première remarque, l'équilibre et la légitimité, c'est aussi de savoir s'élargir à un moment où on doit parler de réorientation de l'Europe, on doit pouvoir, et c'est ce que nous défendons, réorienter l'Europe par l'investissement, ce qui a été impossible dans un Parlement à majorité conservatrice. C'est aussi changer les politiques d'austérité, relancer l'emploi par une politique industrielle, une réindustrialisation et une relance économique par les territoires. Voilà pourquoi ce qui est notre priorité, c'est de placer les droits sociaux devant les libertés économiques afin que la concurrence, qui est la compétence régalienne de la Commission, ne puisse plus mettre en compétition les salariés, mais reste bien le cadre d'un marché où les politiques prennent les décisions et prennent les décisions notamment de régulation. Voilà ce qui est notre priorité et nous espérons pouvoir le traduire dans les faits. Antoine Wechter, c'est à vous. Alors, même exercice, 2 minutes pour nous dire quels sont les enjeux de la prochaine mandature. Je crois que les enjeux de demain sont les mêmes que ceux de l'origine de l'Europe. Je rappelle quand même que l'Europe, elle a été fondée avec 2 objectifs, la paix et la prospérité. L'Europe, elle a existé. Elle a existé pendant plus d'1 millénaire. Une sorte d'unité culturelle de Paris à Saint-Pétersbourg, avec parfois même la même langue, en tout cas avec les mêmes philosophes, les mêmes artistes. Et puis cette Europe-là, elle a éclaté sous la pression des nationalismes, qui au XIXe et au XXe siècle nous ont précipités finalement dans des guerres fratricides. L'Europe est née à la suite d'un de ces drames qui a traversé l'Europe. Et bien aujourd'hui, je crois que l'un des enjeux, c'est précisément de continuer cette construction. Alors, il y a des enjeux qui sont liés à l'élection du 25 mai. Elles sont toutes. Le premier enjeu, c'est d'abord de conforter cette construction européenne. Car si elle a été engagée sur les bases économiques, elle reste aujourd'hui une Europe largement inachevée, notamment au niveau institutionnel et au niveau de ses objectifs. En tout cas, cela reste un objectif encore à parachever. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers la désaffection d'une partie des électeurs, portée par certaines organisations qui ne sont d'ailleurs pas autour de ces tables, eh bien, il y a toujours une menace de frein dans cette progression vers une Europe politique, vers une Europe plus intégrée. Puis il y a un deuxième enjeu, bien évidemment, qui est distinct, qui est celui, quel contenu pour cette Europe. Là, il peut y apparaître effectivement des divergences, et nous espérons bien évidemment donner un contenu écologiste à cette Europe. Merci Antoine Wechter, évidemment on aura l'occasion d'en reparler. Alors vous savez si justement ces hommes et ces femmes sont là ce soir, c'est pour répondre bien à vos questions, les questions que vous posez dans la salle. Arnaud Dangean est d'ailleurs parmi nous, alors si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas, levez la main. C'est pousser les feux sur un SMIC européen. Alors pas un seul SMIC, c'est impossible, en fonction des positions de chacun des États, mais quelque chose qui pourrait être comme le serpent monétaire autrefois, avec un seuil haut et un seuil bas, de façon à ce qu'on puisse éviter ces effets absolument délétères des distorsions de concurrence en ce qui concerne les différences sociales et en matière de SMIC entre les États membres. Merci Nathalie. Sur le rêve européen, le rêve d'Europe. Alors moi j'ai 2 questions. La première, quelle est votre position sur l'énergie nucléaire? La deuxième, c'est quelle position sur la zone de libre-échange entre l'UE et les USA d'ici 2015? Merci. Bon, d'abord, je voudrais préciser à la salle
que sur la directive détachement des travailleurs, cela fait 2 mandats que mon groupe demande la révision de cette directive et que M. Barroso l'a refusée. La révision a été écrite, le texte a été donné, et je voudrais ajouter que dans les propositions que la délégation socialiste française a faites, au moment du mandat précédent, où la France avait la présidence de l'Union, assuré la présidence de 6 mois, nous avons fait un mémorandum que nous avons remis à M. Sarkozy, dans lequel figurait la révision de la directive détachement des travailleurs. S'il y a un SMIC sur lequel on s'est mis d'accord, c'est un accord politique d'abord, entre le SPD et le PS français. C'est une décision politique. Elle est pour l'instant celle de quelques pays volontaires, ce n'est pas inscrit dans les textes, et c'est la raison pour laquelle, si on veut un salaire minimum, il faut un traité social. Sinon, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Et on n'a pas seulement ce problème-là. Et quand on répond en disant c'est uniquement la responsabilité des États, j'aurais précisé qu'en 1989, il y a une charte sociale qui devait accompagner la mise en œuvre de Maastricht, de l'euro, de la mise en place de l'euro. Cette charte sociale a été refusée par un État, le Royaume-Uni, et ça n'a pas pu être traduit dans les faits. Alors, c'est pour ça qu'il y a une question pour le prochain scrutin. Nous sommes favorables, bien évidemment, à la sortie du nucléaire, ce qui doit s'inscrire dans une politique de transition énergétique offensive, à travers, d'une part, le développement de la performance énergétique. Ça suppose de l'innovation, ça suppose... Comment fait-on quand on a 28 politiques énergétiques différentes? Alors, c'est un des problèmes, parce que la politique énergétique, malheureusement, elle fait partie d'une unité dans le traité. Donc ça, c'est un élément qu'il faut faire évoluer, mais il n'en reste pas moins que le Parlement a déjà voté des paquets énergétiques avec des objectifs que nous considérons comme pas suffisamment ambitieux, mais je pense que s'il y a demain une vague verte dans le Parlement européen, la Commission fera des propositions sans aucun doute plus ambitieuses dans ce domaine. Donc sortir du nucléaire progressivement dans le cadre d'une transition énergétique qui comporte plusieurs volets, ça c'est effectivement un de nos objectifs. Certains groupes politiques essaient de jouer sur les peurs, c'est des réflexes bien connus. On approche d'une élection et on essaie de nous faire croire qu'il y a un truc maléfique qui se négocie en secret dans notre dos et qui va sortir de la boîte, une espèce de nouvelle directive Bolkestein qui s'appelle le traité transatlantique. C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Moi je pense que ce traité, sur le principe, pourquoi pas, avec un gros point d'interrogation, parce qu'il faut voir ce qu'on met dedans. Mais c'est bien justement le débat qu'il y a eu actuellement. Il faut bien que les gens se rendent compte que, pour l'instant, rien n'est négocié. Rien n'est négocié. Les négociations n'ont pas commencé. Ce qui a commencé, c'est des discussions pour définir le périmètre des négociations. Vous voyez un peu où on en est. Bonjour, Jean Cassel, parti Nouvelle Donne. Donc, comme ça a été en introduction, vous avez eu pas mal de difficultés pour composer la table. Donc, je voudrais simplement informer les membres de l'assistance que nous organisons ce soir, salon-graphe, à 20h, la présentation de nos listes. Si certains veulent des éléments complémentaires d'information autres que les 4 partis en présence, UMP, PS, UDI et les Verts. Vous êtes qui, monsieur? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je l'ai dit en introduction, je suis Jean-Luc Vasseur du parti Nouvelle Donne. Donc, posez votre question. Ma question est la suivante, est-ce que l'institution qui organise la présente réunion compte en organiser une deuxième avec les autres partis en lice pour garantir une équité dans la campagne électorale qui, pour votre information, est en cours? Voilà, alors ça c'est... Je vous remercie. C'est le... Oui, on vous entend. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter de façon à ce que l'on comprenne mieux le sens de la question que je vais poser. Je suis Christian Rambourg, co-président du Parti fédéraliste européen en France et tête de liste pour la circonscription Est. Depuis une semaine, ma directrice de campagne essaye de me faire inviter dans votre respectable panel
il lui a été, rien n'était répondu, et quand elle a annoncé ce matin que je m'en rendrai à cette réunion, monsieur Michel Arnaud, François Arnaud, directeur des relations publiques du Bureau d'information du Parlement européen à Paris, a bien voulu m'écrire, sans répondre à ma directrice de campagne, que je trouve peu courtois, mais m'a répondu qu'il s'agissait aujourd'hui d'une réunion d'information, d'information sur le Parlement européen et sur le rôle des députés européens au Parlement européen. Je constate qu'il s'agit pas du tout d'une réunion pédagogique, mais d'une réunion éminemment politique. Il a été choisi d'inviter les députés sortant de la circonscription Est, et certains ont choisi de se faire représenter. Maintenant, je vous invite à poser votre question. J'en profite pour vous poser une question. Pensez-vous, madame, que c'est par ces méthodes-là que vous allez décider les 56 à 58% d'abstentionnistes que nous annoncent les sondages à aller voter en réduisant ainsi le panel des partis politiques? Et je crois avoir entendu depuis le début de la séance un certain nombre de protestations dans cette salle. Cela étant, je viens à la question que je souhaiterais poser aux différents intervenants. J'ai entendu parler, nous avons tous entendu parler de 28 politiques agricoles, 28 politiques sociales, 28 politiques militaires, 28 politiques diplomatiques, etc. Les explications qui nous sont avancées sont des explications d'ordre juridique. Or, parlons politique au Parlement européen. L'Europe, aujourd'hui, ne me semble pas une Europe démocratique. L'Europe me semble être simplement un bouc émissaire qui a été créé avec des fonctionnaires dans une commission à Bruxelles, sous influence de 50 000 lobbyistes, ou employés par la finance internationale et par les sociétés multinationales, pour qui cette Europe est seulement profitable à eux, et non pas aux petites et moyennes entreprises, non pas aux citoyens. Est-ce que l'Europe est démocratique? Non, c'est pas ma question, madame. Non, ma question, c'est que ces arguments juridiques ne tiennent pas face à une volonté politique. Il ressort de tout ceci que la seule solution serait une Europe fédérale, une Europe souveraine, et non pas une Europe, comme on nous l'a montré au début de cette séance, sur le tableau, avec un petit triangle, au sommet duquel se trouve le Conseil européen, avec 28 pays moribonds qui donnent des ordres à une commission de fonctionnaires, qui dit fonctionnaire dit devoir de réserve. Je vous propose, monsieur, de laisser la parole également à d'autres questions dans la salle. On va parler justement d'une question généraliste. Là, c'est une prise de position et c'est une prise de parole, ce n'est pas une question. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent... Je viens à ma question. Donc, 6 secondes pour poser votre question. Alors, de quelle façon les représentants des partis gouvernementaux ici présents, de quelle façon ont-ils essayé de promouvoir une Europe fédérale, qui serait la seule solution, et quel est leur projet pour imposer cette Europe fédérale par la politique au-dessus du droit? Voilà. D'autres questions? Une autre question? Monsieur, présentez-vous et posez votre question. Jean-Marie, 48 ans, donc nouvel adhérent du modèle, je soutiens, enfin je le dis, Nathalie Griesbeck, candidate du modèle dans le cadre de l'alternative. Ma question est très rapide, c'est sur la convergence linguistique de l'Europe. Parce que il y a 40 ans, on parlait de l'espéranto, ça a été vraiment de l'Europe. Puis là, je m'interroge toujours. Moi, quand je vais en Italie, on voit bien que j'ai parlé italien, pourtant j'adore l'Italie. On prend pour un anglais ou un américain ou un australien, parle anglais. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle en espéranto. Voilà, j'aimerais bien, la langue de l'Europe, qu'on puisse se comprendre, qu'on se démarque un petit peu de l'anglais, des États-Unis. Voilà. Alors, tous les députés, je vous pose la question.
sur la langue européenne. Qu'avez-vous comme projet dans les décennies qui viennent? Et avant de rendre la parole, je voudrais vous dire bonsoir en espéranto. Bon an noctem. Voilà, merci. Encore peut-être une autre question? Est-ce que le temps tourne très vite? Besoin d'espéranto pour entreprendre une ligne de réussite. J'en ai pour moi 20 secondes. Bienvenue au club au fait, hein? Bienvenue au club des parties paritaires. Même si nous partageons pas les mêmes idées, on a au moins ça. Voilà, elles sont formulées par donc elles sont les enquêtes sensibles dans la revue commentaire, il y en avait qui sont confirmées par un des intéressés. La première est de M. Padoa Schioppa, donc un des fondateurs de la monnaie commune, et la seconde de Jacques Delors, donc je n'ai pas besoin de présenter ici. Donc le premier a déclaré « La construction européenne est une révolution, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique. L'Europe s'est faite en suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé. Celle de Jacques Delors, c'est une seule phrase. L'Europe est une construction à allure technocratique et progressant sous l'égide d'une sorte de despotisme doux et éclairé. Personnellement, je pense que les mots ont une certaine importance, surtout quand on arrive à ce niveau de responsabilité. J'aimerais avoir vos réactions. Merci. Toujours, moi je voudrais dire, puisqu'il faut être très brève, que la France est ma patrie, que l'Europe c'est ma frontière et que le monde c'est mon horizon. Et que dans ce modèle, pour la paix avec ses voisins. De la paix, hein? La paix